Bonjour à toi, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Bien dans ta boîte. Aujourd'hui, je te retrouve avec un nouvel épisode où on va être plutôt dans le registre de la réflexion. On va parler d'entrepreneuriat, on va parler de est-ce qu'on peut vraiment choisir sa vie quand on est travailleur indépendant, travailleuse indépendante, entrepreneur, entrepreneuse. J'ai déjà fait un peu des épisodes qui sont liés à ça, on te les met dans la description, sur le fait que vous n'avez pas le choix et sur le bullshit entrepreneurial, des épisodes qui sont un peu vieux, hein, ils ont 1 an et demi, mais du coup on va reboucler, on va rebondir un petit peu là-dessus sur des épisodes plus récents. Évidemment, c'est quelque chose qu'on entend beaucoup. Voilà, dans l'entrepreneuriat, sur Instagram, sur LinkedIn, dans les podcasts, blablabla, vous avez entendu ça partout. Devenir entrepreneur, devenir indépendant, c'est choisir sa vie, c'est choisir ses contraintes, c'est choisir son emploi du temps, c'est choisir ceci, c'est choisir cela, c'est prendre son destin en main. Bon, bref. Ma question pour aujourd'hui, c'est est-ce que véritablement, dans le système économique actuel, dans celui qu'on connaît actuellement, est-ce que véritablement on peut décider librement de ce qu'on entreprend, comment est-ce qu'on entreprend et pourquoi est-ce qu'on entreprend. Vous entendez toujours cette histoire du why, machin. Bon, je pense qu'il y en a qui me connaissent assez pour se douter de la réponse que je vais donner, parce que vous avez écouté d'anciens épisodes, parce que vous me connaissez d'ailleurs, parce que vous avez écouté les récents. Bon, on va pas trop revenir aujourd'hui sur les aspects philosophiques, parce que ça, j'en avais plutôt parlé dans l'épisode. Vous n'avez pas le choix, encore une fois, on te le met dans la description. L'idée aujourd'hui, c'est de discuter que derrière cet idéal d'autonomie, de liberté, de décision individuelle, et avec cette espèce de sous-entendu d'avoir toujours le choix. Hein, c'est un truc qu'on entend souvent, ça aussi. Hein, vous avez toujours le choix, tout ça, tout ça. Bon, derrière cet idéal d'autonomie, j'en ai parlé dans la première émission que nous avons faite avec Thomas Burbidge sur Entreprendre ses politiques. Je te mettrai le replay dans la description. Dans ce mythe, dans cette fable, comme je l'appelle dans cette émission-là, dans cette fable d'autonomie, liberté, blablabla, derrière cet idéal-là, il y a des contraintes économiques, il y a des contraintes sociales, il y a des contraintes culturelles, etc. Il y a des contraintes structurelles qui influencent évidemment nos trajectoires entrepreneuriales. Donc dans cet épisode, l'idée c'est qu'on discute ensemble, qu'on décortique ensemble pourquoi est-ce que l'entrepreneuriat, ou tout du moins le travail indépendant, c'est souvent moins une histoire de liberté absolue que d'adaptation aux nécessités du monde tel qu'il est et du système économique tel qu'on le connaît aujourd'hui. Okay, le premier point que je voulais aborder, c'est qu'on puisse, comment dirais-je, éclairer une zone différente de cette histoire de la liberté, à savoir l'entrepreneuriat comme réponse à une insécurité grandissante et à certaines difficultés. Évidemment, il y en a beaucoup qui se lancent. Peut-être que c'est ton cas aussi, je ne sais pas, tu me diras ça en commentaire. Il y en a beaucoup qui se lancent, non pas par passion, mais qui se lancent par nécessité, qui se lancent par précarité salariale, qui se lancent parce qu'ils sont au chômage, qui se lancent dans la quête de meilleures conditions de vie. Je pense évidemment au nombre très important, là je suis sûre et certaine qu'il y en a parmi vous, puisque j'ai l'occasion de vous recevoir en coaching ou en formation, qui se sont lancés dans le travail indépendant suite à des burn-out, suite à des thématiques de harcèlement, ou tout du moins dans des situations de grand épuisement, de très grande difficulté, que je peux rentrer dans la précarité salariale. Évidemment, je pense également parmi vous aux parents, aux jeunes parents, aux futurs parents et particulièrement aux mamans parmi vous, qui peuvent se mettre aussi au travail indépendant parce que ça peut leur permettre d'avoir plus de flexibilité au niveau des gardes, au niveau tout simplement de s'occuper de leurs enfants. Et des fois parce que y a pas le choix aussi, parce qu'il n'y a pas de modalité de garde, parce que les gardes coûtent excessivement cher. Bref, c'est pas notre sujet d'aujourd'hui, la parentalité, mais vous avez compris l'idée, c'est de faire référence à tous ceux qui arrivent à devenir des travailleurs indépendants, des travailleuses indépendantes, parce que qui en soi le ferait très bien côté salarié de la force, si je peux dire ça comme ça, mais qui ne peuvent pas ou qui ne peuvent plus le faire. Hein. Évidemment que nous sommes dans un système. J'ai au tout début de l'épisode, au tout début de l'épisode, parlé du système économique actuel, qui est une paraphrase pour parler donc du capitalisme. Hein. Alors j'en ai déjà parlé dans plusieurs épisodes, en masterclass, en formation, etc. Selon à quel point tu me connais, à quel point tu me suis. Le capitalisme, il valorise une figure de l'entrepreneur. Vous avez un très bon livre là-dessus qui s'appelle Le mythe de l'entrepreneur. On te mettra la référence aussi dans la description, qui permet en fait de masquer beaucoup de choses. Hein. Par exemple, la thématique du salariat déguisé. Hein, qu'on peut avoir aussi chez beaucoup de travailleurs indépendants et de travailleuses indépendantes. Donc voilà, système économique actuel qui est une paraphrase, qui est une manière, comment dirais-je, lissée de dire le capitalisme, puisque le système économique actuel que nous connaissons,
c'est le capitalisme. Bon. Et donc, il y a tout un appareil mythologique, comme j'aime bien dire avec provocation, qui vous parle de l'entrepreneur, de la liberté de choix, de quand tu veux, tu peux, de on a toujours le choix, et il faut travailler dur pour réussir, et puis réussir est d'ailleurs un but en soi. Enfin bon, bref, tu vois ce refrain, si je pourrais dire ça comme ça, qui évidemment est extrêmement valorisé et qui évidemment trouve dans la question du travail indépendant un nid, un fief dans lequel se nourrir, prendre de la force, prendre de l'ampleur. Okay. L'idée, évidemment, avec cette histoire de choisir sa vie, alors des fois, comme je le disais au début de l'épisode, on entend des versions un peu un peu homéopathiques de ça, hein, c'est-à-dire ils disent pas choisir sa vie, ils disent ouais, l'entrepreneuriat, c'est pas non plus choisir sa vie, pas abuser, c'est choisir ses contraintes. Bon, j'en ai déjà parlé là aussi, mais on s'en retouche de mots ici. C'est la question de l'illusion du choix. Okay, dans choisir ses contraintes, il y a quand même l'idée de les avoir choisies. Bon, alors. La question du choix, c'est souvent on se dit on a toujours le choix. Alors non seulement on n'a pas toujours le choix, mais surtout on n'a pas tous le choix. Et pour être même plus précise, on n'a pas tous et toutes les mêmes choix. L'illusion du choix, elle vient complètement masquer, elle vient complètement gommer, elle vient invisibiliser la notion des inégalités structurelles. Ok, ce que l'on choisit de faire dépend massivement de son capital. Alors quand je dis capital, souvent on parle au capital, on pense tout de suite au capital économique, ce qui est certain, hein, surtout dans le milieu de l'entrepreneuriat, c'est certain. On rappelle que la majorité des entrepreneurs réussis sont des héritiers, hein, et des héritières, surtout des héritiers d'ailleurs, soit dit en passant, ce qui est une autre inégalité structurelle. Donc évidemment, on parle du capital économique, on fait référence à ce capital financier, qui bien sûr, surtout quand il est question d'entrepreneuriat, évidemment pas du tout anecdotique, il n'est pas superficiel, il n'est pas secondaire, puisqu'évidemment que si on démarre avec un capital économique important, eh ben on peut faire peut-être plus d'investissement, on a accès à de l'investissement, et notamment on a accès peut-être à des prêts bancaires, on a accès à de l'investissement technologique, on a bon bref, évidemment. Et puis évidemment, on n'a pas le même rapport au risque. Parce que le truc de oui, être entrepreneur, savoir prendre des risques, évidemment le risque il est tout relatif, hein, parce que évidemment s'il faut risquer la perte de 5000 euros si tu as énormément d'argent, ça n'a évidemment pas la même implication que pour ceux qui n'ont même pas 5000 euros à miser, et que pour ceux, on va dire, du milieu, là, qui auraient 5000 euros à miser, mais que ça leur demande de faire tapis. Et évidemment, le risque est beaucoup plus important, hein, bien entendu. Donc, évidemment que ce que l'on choisit de faire, ça dépend massivement de son capital de départ. Le capital économique et financier, certes. Ça dépend aussi, bien entendu, de ton capital culturel, c'est-à-dire de l'éducation que tu as reçue. Et donc, évidemment, ça parle de ta classe sociale, bien entendu. Ça parle évidemment des personnes qui viennent de classes sociales moyennes, supérieures, qui ont des capitaux culturels, qui ont des capitaux sociaux. Ça, c'est extrêmement important dans l'entrepreneuriat, hein, on le répète souvent. Bon, la première, de l'importance du réseau, bien entendu. Le réseau, c'est hyper important. Et on n'est pas tous égaux face à ça. Parce qu'on démarre pas tous avec le même réseau. Parce que même si tu n'as pas de réseau, mais que tu as en revanche le capital culturel, c'est-à-dire que tu as le vocabulaire, tu as la manière de t'exprimer, tu as l'aisance à l'oral, tu as l'exercice corporel, tu sais comment t'habiller, tu sais t'adapter, tu parles l'anglais, tu parles le jargon du milieu en question, etc. Bah, évidemment que c'est un capital culturel qui te permet d'intégrer ce milieu beaucoup plus facilement. Donc, il s'agit pas juste de dire « Ah oui, mais moi, j'avais pas de réseau, machin. » Oui, non mais d'accord, t'avais peut-être pas de réseau, t'avais peut-être pas un capital social très important. Si tu avais le capital culturel, de surcroît un capital économique, bien entendu que nous ne sommes pas tous égaux. En fait, l'idée, c'est toujours de dire, je sais plus dans quel épisode j'avais parlé de ça, si c'est celui sur le bullshit entrepreneurial ou sur vous n'avez pas le choix, ou peut-être même un autre, je ne sais plus. C'est l'idée de dire que c'est comme si on courait sur une piste d'athlétisme, d'accord? C'est qu'en fait, tout le monde ne démarre pas au même endroit. Il y a une ligne de départ, d'accord? Et puis il y en a, ils doivent démarrer 100 mètres derrière la ligne de départ, pendant qu'il y en a qui démarrent 100 mètres après la ligne de départ. Et évidemment qu'ils ont quelque part, bien sûr, moins de mérite. Bah, évidemment, genre, si la piste, elle fait 100 mètres et que tu démarres à 80 mètres, bon. Oui, tu as gagné, effectivement, effectivement. Bon. Donc, c'est vraiment, quand je dis ça, c'est pour démonter
fable méritocratique là, bref. Donc évidemment que il y a des différences structurelles, il y a des inégalités structurelles selon que le travailleur indépendant ou la travailleuse indépendante dont on parle, est-ce que elle est racisée ou pas, est-ce que elle est d'une classe sociale supérieure ou pas, est-ce qu'elle a des gros capitaux économiques, sociaux, culturels ou pas, l'éducation qu'elle a reçue, les écoles qu'elle a fréquentées ou pas, justement, si ce sont des hommes, si ce sont des femmes, bon bref, vous avez compris l'idée, ok. Le choix entrepreneurial, comme ailleurs, hein, mais puisque ici on parle de celui-ci, le choix entrepreneurial, il est restreint aux options qui sont réellement accessibles. Le choix entrepreneurial, il n'est pas restreint à tes rêves, à tes idéaux, à tes utopies, à tes projections, à tes ambitions. Ce n'est pas vrai. C'est cette histoire de quand tu veux, tu peux. Bon, j'en ai déjà parlé dans des épisodes précédents. Je vous cite, ou je vous rappelle, si vous m'avez déjà entendu en parler, ou si vous la connaissez d'ailleurs, Chantal Jacquet, qui elle renverse ce truc, j'en avais parlé dans mon livre également, qui renverse ce truc de non, c'est pas quand tu veux, tu peux, c'est quand tu peux, tu veux. Okay, c'est-à-dire, tu veux ce qui est dans le champ des possibles. Tu veux ce qui est accessible, en fait. C'est-à-dire que si moi, je n'ai jamais voulu devenir astronaute, c'est quand même en bonne partie par le fait que ce n'est pas accessible dans mon monde à moi. D'accord ? Ce qui veut pas dire, hein, bien entendu, avant qu'on vienne me dire il y a des exceptions. Oui, il y a des exceptions statistiques, c'est vrai, mais comprenez ce que je veux dire. Hein. Le troisième point que je voulais aborder dans cet épisode, c'est évidemment que cette injonction à la réussite, comme on dit souvent, hein, qui peut pas dire grand-chose, parce que bon, la réussite c'est quand même très 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 relatif, très personnel. Enfin personnel. J'ai pas vraiment envie de dire personnel, parce que justement il y a une question du sujet collectif qui fait que la réussite, vous en donnez une définition personnelle bien entendu, mais c'est pas vous-même qui l'avez construite. Cette vision de la réussite. C'est parce que vous êtes un sujet collectif, vous êtes plusieurs sujets collectifs, d'ailleurs, soit dit en passant, c'est en tant que sujet collectif femme, c'est en tant que sujet collectif fleuriste, si vous êtes fleuriste, c'est en tant que sujet collectif psychologue, par exemple, si vous êtes psychologue, bref, que cette définition de la réussite, elle se construit, elle s'ajuste, elle chemine. Bon, bref, c'est un autre sujet, c'est pas de ça dont je voulais parler. Ce dont je voulais parler, c'est que quand on est dans le système économique actuel, hein, pour le dire de manière poli, c'est-à-dire dans le capitalisme. Bon, le succès, évidemment, je ne vous l'apprends pas, la réussite, elle est mesurée sur des questions de rentabilité, elle est mesurée sur des questions de croissance. Non. Jusque-là, je pense que j'ai choqué personne. Dans notre système économique, votre entreprise, on la juge être une réussite à partir du moment où elle est en croissance, où elle est rentable, où elle produit du chiffre d'affaires et si possible au mieux du bénéfice, si vous avez recruté du monde, si vous avez de la notoriété, si vous avez un gros capital réseaux sociaux, etc., etc. Bon, mais quand on est travailleur indépendant ou travailleuse indépendante, on est pris dans une obligation à la fois de réussir économiquement, hein, bien entendu, et donc ça pousse à s'adapter au marché, aux clients, que sais-je, plutôt qu'à suivre ses envies profondes. Bon, ça, c'est pareil, jusque-là, j'ai pas inventé la poudre. Je suis en train de vous dire très simplement que, ce qui est mon cas, tu peux être le plus anticapitaliste que tu veux, tu es dans le capitalisme quand même, en fait. Et que travailleur indépendant, travailleuse indépendante, il y a évidemment une contradiction inhérente qui est à la fois celle d'être à la position de posséder les moyens de production et à la fois vous n'avez que votre force de travail pour la majorité d'entre vous, hein, vous n'avez que votre force de travail pour vivre. Hein. C'est-à-dire que ce que je suis en train de dire très concrètement, c'est que si vous arrêtez de travailler, l'entreprise elle arrête de tourner, point barre. Hein. Bon, pour la majorité d'entre vous, la quasi-totalité d'entre vous, c'est le cas. En tout cas, moi, c'est mon cas. C'est-à-dire que concrètement, demain, j'arrête les coachings, j'arrête les formations, il n'y a plus de chiffre d'affaires qui rentre. Hein. Il peut rentrer 20 balles à droite à gauche, c'est pas ça, bien entendu, vous le savez, qui me ferait vivre, bien entendu. Donc, évidemment que nous ne sommes pas dans un système qui permet d'avoir une liberté de choix. Okay, ce qui veut pas dire qu'il existerait un système dans lequel vous auriez une liberté de choix absolue, hein, c'est pas ce que je suis en train de dire. C'est que par contre, c'est dans cette fable-là, dans ce système-là, qu'il y a une fable qui nous explique, il y a une mythologie qui nous explique qu'on a toujours le choix, et que c'est une question de volonté, et que c'est une question de mérite, et que quand tu veux, tu peux, et que blablabla. C'est ce système qui raconte cette fable-là, alors que, bien entendu, que ne serait-ce que pour cette raison-là, sauf si vous êtes des héritiers avec énormément d'argent, mais
m'étonnerait. En tout cas, pour la majorité d'entre vous, bien entendu, vous êtes pris par le fait que vous êtes, bien entendu, travailleur indépendant, travailleuse indépendante, entrepreneur, entrepreneuse sur un marché. Vous devez bien entendu vous tirer une rémunération, vous devez faire du chiffre d'affaires, vous devez faire du bénéfice, vous devez pouvoir vous verser une rémunération, vous devez pouvoir bien entendu subvenir à vos besoins, payer votre loyer, payer vos factures, payer la bouffe, payer l'essence, vous occuper de vos enfants, que sais-je. Bon, oui, vous allez faire avec les règles du jeu capitaliste. Bien entendu, vous n'allez pas vous laisser crever par terre, c'est évident. Bon. Et donc, ne serait-ce que faire en fonction de ces règles du jeu-là, implique que vous n'avez pas toujours le choix. Je le sais, évidemment, parce qu'on échange ensemble depuis des années en coaching, en formation, sur Instagram, en masterclass, que sais-je, qu'il y en a plein parmi vous, et c'est mon cas aussi, que il y a plein de choses, si on pouvait ne pas les faire, on ne les ferait pas. Je sais très bien qu'il y en a plein parmi vous, franchement, les réseaux sociaux, s'ils pouvaient s'en passer, mais ils s'en passeraient avec grand plaisir. Sauf que, il s'avère que dans leur business, ils en ont besoin. Et aller expliquer à ces indépendants et ces indépendantes que, oui, mais c'est une question de volonté. Quand tu veux, tu peux. Si tu veux pas être sur les réseaux sociaux, t'as qu'à t'enlever, blablabla. Mais en fait, il y en a pour qui, leurs revenus en dépendent. Je prends cet exemple-là, mais bien entendu, ça marche pour d'autres, hein. C'est comme le truc de, tu bosses avec les entreprises, mais en fait, si t'es pas aligné, il faut que tu changes de cible, ça dépend que de toi, quand tu veux, tu peux, tu as toujours le choix, je sais pas quoi. En fait, c'est pas vrai. C'est-à-dire que si cette personne à laquelle vous êtes en train de dire ça, elle a ses parents dans un EHPAD qui sont vieux et malades, elle a des enfants à s'occuper pour peu qu'il y ait un enfant malade, ou que sais-je moi, enfin bref, on connaît pas la vie des gens, je donne des exemples comme ça, hein. Et ils ne peuvent peut-être pas se passer de ça, d'accord? Je pense également aux travailleurs indépendants, travailleuses indépendantes parmi vous qui sont dans ma situation d'être en campagne. Je sais qu'il y en a beaucoup parmi vous, et puis il y en a de plus en plus. Quand on est dans la ruralité, on n'a pas toujours le choix. En fait, on n'a pas toujours le choix de se priver de tel ou tel client, on n'a pas toujours... Bon, bref, la liste est infinie, je vais pas vous faire des exemples pendant 45 minutes, vous avez compris l'idée. C'est, de toute façon, vous êtes dans un système économique, en l'occurrence là, le capitalisme, il a ses règles, il a ses lois, surtout là, dans ce cas-là, on va plutôt parler du néolibéralisme également, mais bref, on va pas faire des considérations techniques pendant 50 minutes. Donc, bien entendu, que non, vous n'avez pas toujours le choix. Vous êtes obligé de faire des compromis entre la réalité, c'est-à-dire le capitalisme, etc., le néolibéralisme, le marché, blablabla, la réalité, et vos valeurs, vos envies, vos besoins. Bon voilà, vous faites des compromis entre le réel et votre vie psychique. Bon ça, jusque-là... On vient pas de décrocher un Nobel de psycho, bien qu'il n'existe pas, mais vous comprenez l'idée, en disant ça, hein. Notre ami Freud, il y a pensé bien avant nous, bien entendu. Le point sur lequel je voulais appuyer, c'est le fait que, non, par définition, on n'a pas toujours le choix, parce qu'en fait, on est dans la réalité, d'accord? Nous sommes dans la matière, on interagit avec la matière, on fait pas toujours ce qu'on veut, comme on veut. Et encore une fois, ça veut pas dire qu'un autre système n'imposerait pas de contraintes, bien entendu que si, un autre système économique impliquera d'autres contraintes. Ce qui, par contre, peut me poser problème, c'est qu'on ait un système économique qui impose ces contraintes, certes, mais qui, par contre, débite comme ça un mythe et une fable, et particulièrement dans le milieu entrepreneurial, on l'entend tout le temps, cette fable méritocratique, que non, c'est pas une histoire de contrainte, hein, c'est toi. D'accord? Ta boîte, elle marche pas, c'est ta faute. T'as pas trouvé des clients, c'est ta faute. T'arrives pas à prospecter, c'est ta faute. T'arrives pas à être rentable, c'est ta faute. Bon, bref, comprenez l'idée, hein. Pire, tu te retrouves au chômage, ou la boîte tourne plus, ou que sais-je, c'est ta faute aussi, hein. Et puis, alors, ils vous inventeront tout, hein, c'est-à-dire que c'est ta faute, et puis si ça marche pas vraiment que ce soit ta faute, ce sera la faute de ton enfance, et puis si la faute de l'enfance ça marche pas, c'est la faute de ta vie antérieure, hein. C'est infini, hein. Encore une fois, entendez-moi bien ce que je suis en train d'expliquer. Je suis pas en train de dire qu'il n'y a pas de facteur individuel. Je suis pas en train de dire que votre enfance n'a rien à voir dans l'histoire. C'est pas moi qui vais dire ça. Je suis pas en train de dire que vos vies antérieures n'ont rien à voir dans cette histoire. Ça, c'est travail pour des énergéticiens, des énergéticiennes et les professionnels de l'ésotérisme. C'est pas mon travail, j'en sais rien. Peut-être que ma vie antérieure contribue à ce que je suis en train de vous dire. Peut-être, j'en sais rien. En revanche, quand ça permet, ce truc-là, de justifier, d'invisibiliser des déterminismes sociaux, ça par contre, c'est un problème. On se comprenne bien sur ce que je suis en train de dire. Je ne veux vexer personne, il n'y a aucun problème sur les croyances des uns et des autres, il n'y a aucun souci. Par contre, ça ne peut pas être une justification pour aller expliquer à des personnes qui sont dans la galère, qui sont dans la précarité, qui rament avec leur entreprise depuis des années pour arriver à tirer 500 balles par mois, 1000 balles par mois, même 2000 balles par mois,
parce que bon, hein, tout ça ne sont pas des rémunérations non plus rocambolesques quand on connaît le prix de la vie, bien entendu, qui galèrent parce qu'au milieu il faut s'occuper des enfants parce qu'il n'y a pas de garde, parce que machin, etc., etc., d'aller leur expliquer que oui, mais en fait c'est quand même un peu toi, hein, quand même. Bon, encore une fois, je suis pas en train de dire qu'il n'y a pas de variabilité individuelle, euh, puisque je vous accompagne toute la. Et alors, du coup, le dernier point que je voulais qu'on aborde dans cet épisode, c'est est-ce qu'on peut recréer du pouvoir d'agir quelque part. Donc évidemment, il y a des choses dont j'ai déjà parlé, notamment dans l'épisode sur est-ce qu'on peut être entrepreneur et anticapitaliste. On te met le lien de l'épisode dans la description si tu veux l'écouter ou le réécouter. Sur la question notamment à la fin, où j'ai parlé de la question de repenser l'entrepreneuriat, de le repenser au travers du modèle des coopératives, de le repenser à travers les modèles d'économie sociale et solidaire, des entreprises à impact, etc. Et le repenser également, même si on rejoint pas ces organisations-là, ou si on peut pas, ou si on est loin, ou que sais-je, ne serait-ce que entre indépendants et entre indépendantes, mutualiser les ressources, mutualiser les solutions, favoriser l'entraide, favoriser la solidarité, favoriser la coopération, etc., etc. Repenser ces notions de réussite, on s'en est parlé un tout petit peu avant, de la repenser en termes de contribution sociale, de la repenser en termes d'équilibre de vie, de la repenser en termes de solidarité, et je sais qu'il y en a énormément parmi vous, hein, probablement la majorité d'entre vous, hein, qui conçoit la réussite comme ça, ou de manière synonyme, ou de manière plus ou moins similaire, hein. Mais comment dirais-je, il faut aller au bout de la démarche, hein, si je pourrais dire ça comme ça. C'est-à-dire qu'en fait, c'est bien beau de dire oui, oui, non, mais la réussite, c'est l'équilibre vie pro vie perso. Oui, non, mais c'est une chose. Mais si en fait, c'est l'enfer ta vie, bon, bah, la question c'est comment on crée les conditions matérielles pour que ces travailleurs indépendants et travailleuses indépendantes, pour que vous qui m'écoutiez, me regardiez, pour celles et ceux qui sont sur la team YouTube, pour qu'il y ait cet équilibre vie pro vie perso. Il s'agit pas de dire parole en l'air, la priorité du gouvernement cette année, c'est que les indépendants et les indépendantes ils aient un équilibre vie pro vie perso. Oui, non mais d'accord, mais concrètement, ça veut dire on parle de quoi? On parle de protection économique, on parle de protection sociale, on parle de services publics à disposition, on parle de garde pour les enfants, on parle de travail domestique, c'est de ça concrètement dont on est en train de parler, ok? Donc c'est la même manière de venir réintroduire, j'en ai parlé un tout petit peu dans mon épisode sur mon parcours militant. On mettra dans la description là aussi, sur la question de la jouer collectif, ok? Et que vraiment de repenser la réussite en termes de contribution sociale, c'est-à-dire de ce que nos entreprises ou nos activités peuvent apporter. Je sais que tout ça, c'est des sujets qui vous touchent beaucoup parce qu'on en parle tous depuis des années, hein, sur comment est-ce qu'on contribue, qu'est-ce qu'on apporte comme valeur, comme vision, comme perspective, etc., etc. Et donc ça passe aussi par le fait d'avoir des liens de solidarité, des liens de coopération avec les collègues entrepreneurs, entrepreneuses, travailleurs indépendants, travailleuses indépendantes. Qu'est-ce que j'ai dit moi, de coopération, de solidarité, d'entraide, de mutualisation, de mutualiser les ressources, de mutualiser les solutions, de pouvoir se prêter des choses, de pouvoir troquer même aussi, hein, pour pouvoir court-circuiter par endroits. Faire que du troc, c'est pas possible, parce qu'évidemment il vous faut de l'argent quand même, mais il y a peut-être des endroits où on peut troquer, on peut s'échanger des choses, notamment d'échanger des services, et qui permettent justement, bah ça, je fais une parenthèse avec ça, mais alors, ça c'est un truc, je sors de mes notes, mais qui me rendait zinzin quand je me suis lancée il y a 6 ans avec des boîtes, où j'entendais toujours ce truc, peut-être on l'entend un peu moins, vous me direz ce que vous en pensez, mais où j'entendais beaucoup ce truc de oui, il faut pas troquer, c'est épouvantable, gna gna gna. Le troc c'est nul, c'est horrible, c'est vraiment les plus méchants des méchants qui font ça parce qu'il faut se filer de l'argent, blablabla. Bon, après, encore une fois, on est d'accord, genre évidemment qu'au bout d'un moment, il faut avoir de l'argent parce que tu peux troquer tout ce que tu veux, il y a peu de chances que pour payer ta facture d'eau et d'électricité ou ton plein d'essence et de bouffe, le troc ça fonctionne. On est bien d'accord. En tout cas que ça fonctionne à 100%. On est bien d'accord, donc oui, bien entendu. Mais par contre, ça m'a toujours rendu zinzin parce que justement, mais et ceux qui se lancent et qui n'ont pas d'argent, ils ont pas d'épargne, ils ont pas d'aide de leurs proches, de leur famille ou des aides sociales, ils ont pas d'épargne, ils ont pas de travail. Tu veux qu'ils investissent comment? Bon, j'en ai parlé au début de l'épisode, hein, sur la question de l'investissement. C'est que c'est bien mignon d'aller expliquer aux indépendants, aux indépendantes que oui, faut pas faire du troc, vous dérégulez le marché, je sais pas quoi, vous êtes pas réglo, c'est pas faire, machin, je sais pas quoi. Mais, non, mais c'est très facile à dire quand tu démarres avec un capital économique
ou tout du moins, à défaut, un capital social, un capital culturel. Mais on peut être solidaire 2 secondes, en fait, des copains et des copines qui se lancent et qui démarrent avec peanuts. Ils ont rien. Qu'est-ce que tu veux qu'ils fassent d'autre que de troquer à un moment donné? Et puis bon, après, faut arrêter le fantasme dramatique de écouler le marché parce que y a deux indépendants qui se sont échangés un logo contre une séance de yoga. Enfin, c'est bon, au bout d'un moment, faut arrêter de commencer à paniquer. Enfin bon, bref, c'est un autre sujet, mais je pensais à ça du coup en vous le disant. Donc, l'idée, pour que j'en arrive tranquillement mais sûrement à la conclusion de mon épisode, c'est que l'entrepreneuriat, dans un monde, dans le système économique actuel, c'est-à-dire dans le capitalisme, c'est pas une page blanche, une page vierge où chacun vient écrire son histoire, l'histoire de son entreprise et son histoire professionnelle sans aucune contrainte. C'est pas vrai. Je sais pas comment argumenter mieux que dans les différents épisodes que j'ai fait en amont, masterclass, etc. et dans celui-ci, pour celles et ceux qui continuent à me dire mais non c'est pas vrai, tu peux faire tout ce que tu veux, machin. Je suis désolée, je ne veux pas être désagréable, mais vous avez un siècle de sociologie qui vous montre que c'est faux. Bon, votre entrepreneuriat dans un système économique, en l'occurrence dans celui que nous connaissons actuellement, c'est-à-dire dans le capitalisme, ça n'est pas une page blanche, une page vierge, où chacun vient écrire son histoire entrepreneuriale, son histoire professionnelle, sans aucune contrainte, sans aucun déterminant social, sans aucune structure, sans aucune égalité structurelle, où nous démarrerions tous sur une ligne de départ qui serait la même pour tout le monde. Ce n'est pas vrai. Nous n'avons pas les mêmes naissances, nous n'avons pas les mêmes familles, nous n'avons pas les mêmes classes sociales, nous n'avons pas les mêmes déterminants sociaux, nous n'avons pas les mêmes capitaux culturels, nous n'avons pas fait les mêmes écoles. Enfin, bref, je refais pas tout l'épisode. Vous avez compris. Et donc, reconnaître ces limites structurelles, ça permet d'ouvrir des voies de liberté qui sont plus lucides et qui sont plus collectives. Hein, c'est vraiment cette logique spinoziste. Alors ça, j'ai dû en parler justement dans l'épisode Vous n'avez pas le choix. Cette idée que connaître, identifier ces déterminants sociaux invisibles, je rappelle que invisible c'est pas inexistant, hein, ces déterminants sociaux invisibles, c'est pas pour être fataliste, c'est pas pour dire ah oui mais du coup je suis déterminé par ça, je suis déterminé par ça, donc du coup bon bah là, tant pis, je peux rien faire, non, c'est pas ça. C'est que identifier ces déterminants là, c'est la seule manière de pouvoir en dire quelque chose et donc ensuite d'en faire quelque chose. Ce que je ne nomme pas, je n'ai pas de pouvoir d'action dessus. Principe de psycho, bien entendu, que vous connaissez, je pense, pour la plupart d'entre vous. Prenons un exemple. Vous tombez en panne en pleine nuit sur une route de campagne, vous tombez en panne. Okay, avec votre bagnole. Et partons du principe que vous avez le même niveau que moi en connaissance automobile, c'est-à-dire pas grand-chose. Ce qui est ironique, d'ailleurs, en ayant eu un papa garagiste. Mais c'est un autre sujet. Vous y connaissez rien. Vous ne pouvez pas, vous appelez des dépanneuses garagistes, machin. Vous pouvez pas nommer. Vous n'avez pas de solution. Vous savez pas quoi en dire, en fait. Le garagiste, lui, par contre, il vient voir votre voiture et lui, il peut nommer ce qui se passe. Il peut dire, ah ben oui, ok, c'est joint que là, c'est la courroie de distribution, je sais pas quoi, désolé pour celles et ceux qui maîtrisent automobile parmi vous. Peut-être que je dis n'importe quoi, mais vous avez compris, hein, ma métaphore. Ça marche bien sûr avec la médecine, pour prendre un domaine que je connais un peu mieux. Vous avez mal là, là et là. Vous avez un problème là, là et là, mais vous pouvez pas nommer. Vous savez pas ce qui se passe, donc vous pouvez pas agir. Le médecin, lui, par contre, il est capable de dire, ah oui, mais ça, plus ça, plus ça s'appelle la grippe. Bon, et alors du coup, voilà ce qu'on va mettre en place, ok? Donc c'est la même chose avec les déterminants, c'est que s'ils sont pas vus, s'ils sont pas nommés, c'est sûr et certain qu'on n'en fera rien derrière. Ça c'est clair et net, à part être déterminé par ça, ok? C'est vraiment dans cette idée, j'en ai parlé dans mon manifeste de pratique qui est maintenant en ligne sur mon site, c'est une histoire de transformation sociale. D'arrêter de tenir ces discours, de s'opposer à ces discours entrepreneuriaux. C'est une histoire de transformation sociale, c'est une histoire de confisquer ce mythe, cette fable, cet univers mythologique là, de confisquer ce discours et de dire non, c'est pas vrai, on n'a pas toujours le choix, tout le monde n'a pas les mêmes choix, c'est pas vrai, tout le monde n'a pas le choix, c'est pas vrai. Quand tu veux, tu peux. Non, c'est pas vrai. Tout ça, ça n'existe pas. Oui, pour certains, ça peut, effectivement. Si vous avez un très gros capital économique, très gros capital culturel, très gros capital social, etc., etc., que vous êtes un homme, que vous êtes blanc, oui, effectivement, ça vous facilite la vie, d'accord? Sauf que, il y a plein de gens qui sont pas dans votre situation. Et eux, c'est pas vrai, ils démarrent pas au même endroit sur la ligne de départ, ils font face à des inégalités structurelles, parfois invisibles, et encore une fois, invisible ne veut pas dire
inexistante, d'accord? Ils ont beaucoup plus de défis. C'est vraiment la métaphore de vous avez une course à faire et puis il y en a un, il démarre au mètre 0 alors que l'autre il démarre au mètre 80. Donc déjà, bon, il va gagner, oui, forcément. Et puis en plus, celui qui démarre à 0, devant lui, il y a des fils barbelés, il y a des trous, il y a des clous, machin, il est handicapé de plein de choses. Et c'est là qu'il y a une question de transformation sociale, c'est là qu'il y a une question de responsabilité collective. C'est ici qu'on peut choisir d'agir, justement. Il y a des endroits où on a le choix de l'action, pas les conditions de votre naissance, qui, je me permets de le rappeler, est le meilleur choix que vous ayez fait. Voilà. Et vous ne l'avez pas fait. En tout cas, pas que je sache, tout du moins. Mais bon, comprenez ce que je veux dire. C'est que c'est ce qu'on répond des fois avec provocation. C'est qu'en fait, le meilleur choix que vous ayez fait pour votre réussite, bah, c'est d'être bien né. Voilà. Donc maintenant qu'on s'est bien donné la pêche, si on veut aller un petit peu plus loin, dans la description, il y a les liens vers les épisodes que j'ai mentionnés au fur et à mesure de l'épisode. On te met une masterclass, pareil, le replay il est gratuit, donc pas de panique. Comment elle s'appelait cette masterclass? Esprit critique et autodéfense intellectuelle pour entrepreneurs et entrepreneuses. Masterclass, replay qui doit durer 1h15, 1h30, une grosseur quoi. Quelque chose comme ça. Justement pour pouvoir se s'outiller intellectuellement, reconnaître ce genre de moisissure argumentative, comme disait mon prof de zététique à la fac, de sophisme, etc. Dans le discours, qui permet évidemment de bloquer ces discours-là. On continue pas, on laisse pas le venin comme ça se propager, et qui permet surtout évidemment aussi pour vous-même de vous protéger, de ne pas vous retourner la culpabilité dessus. Si on vous explique ou qu'on vous a expliqué sur Instagram ou je ne sais quoi que vous n'avez pas fait les bons choix pour votre entreprise, eh bien s'il fallait une seule fois que vous entendiez, vous avez fait les choix que vous pouviez faire au moment où vous les avez faits. Vous avez vos déterminismes inconscients, vous avez vos déterminismes familiaux, vous avez vos déterminismes conjugaux, vous avez vos déterminismes professionnels, vous avez vos déterminismes sociaux, culturels, religieux, genre, etc., etc. Vous avez fait les choix que vous pouviez faire au moment où vous les avez faits. Et je crois que c'est une bonne manière de conclure cet épisode, donc j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à le partager. Vous avez tous les liens dans la description pour pouvoir aller plus loin si vous le souhaitez. Et puis je vous dis à la semaine prochaine dans un nouvel épisode. Ciao ciao.